Alors, merci, M. Grégoire. Merci à l'organisation REFA de nous permettre d'être avec vous cet après-midi. Merci aux commanditaires, merci aux partenaires, effectivement. C'est un super événement et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir accepté l'invitation d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme le mentionnait d'entrée de jeu M. Grégoire, notre titre est un petit peu long, mais en fait, on veut avoir une formule cet après-midi qui est d'échange. On veut avoir le pouls de ce qui se passe ailleurs qu'au Québec parce que je mets la table rapidement. Avant la pandémie, de la formation à distance au secteur des jeunes au Québec, ce n'était pas permis. Donc, la loi de l'instruction publique ne permettait pas de la formation à distance au secteur des jeunes, à moins de projets pilotes particuliers. Donc, peut-être que vous avez entendu parler il y a 2 ans, il y a eu la mise en place d'un certain projet pilote, etc. Mais là, la pandémie a fait en sorte que ce projet pilote-là s'est complètement transformé. C'est vécu à la grandeur de la province. Il y a eu le décret sanitaire qui permet justement d'avoir de la formation à distance au secteur des jeunes. Mais une fois ce décret sanitaire-là levé, bien, ça va prendre des projets pilotes pour refaire de la formation à distance au secteur des jeunes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres provinces au Canada ou ailleurs dans le monde où la formation à distance, elle est vraiment, vraiment possible. Donc, on a à s'interroger ici au Québec sur comment on pourrait faire de la formation à distance, mais dans un esprit de comodalité. Alors, c'est de ça qu'on veut jaser avec vous cet après-midi. Mes collègues seront de la partie. Je vais passer. Alors, ceux et celles qui n'ont pas pris le lien, mes collègues vont le remettre dans le clavardage. Donc, le document, il est en format éditable. Vous avez le droit d'écrire dedans. On va vous accompagner là-dedans. Alors, mes collègues vont remettre le lien dans le clavardage et vont suivre le clavardage pour vous. Vous n'hésitez pas là, à poser des questions au besoin. Monsieur Grégoire nous a présenté rapidement. Alors, vous avez nos coordonnées également. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter. Consultez notre site web récifade.ca. Alors, voici Jody Mitchell, Guy Gervais, Étienne Roy et moi-même qui seront vos animateurs, facilitateurs cet après-midi. Ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vise? On veut faire, je vous invite à regarder pendant que je parle la petite vidéo qui est à l'écran, où on voit une classe en comodalité. Donc, il y a des écrans doubles, on voit un laboratoire, je vais le reprendre ici. Alors, un élève qui est à la maison, on voit l'enseignant, Étienne va nous en parler plus en détail tout à l'heure. Alors, on va faire une mise en contexte. Je vous ai parlé justement qu'il y aura des projets pilotes à venir à l'automne prochain au Québec pour, une fois la levée du décret sanitaire fait. Et on va parler de comodalité telle que vue par le Récit. En fait, le Récit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une organisation, un réseau qui est présent au Québec, qui regroupe plus de 245 conseillers, conseillères et spécialistes pédagogues numériques qui ont comme mandat d'accompagner les milieux scolaires dans l'intégration d'outils technologiques et numériques pour favoriser justement une pédagogie qui est vraiment, vraiment actuelle, hein, vraiment année 2020 et quelques. Alors, pour faire en sorte qu'on prépare le jeune de demain à devenir un citoyen qui est outillé numériquement. Alors, cet après-midi, je vous l'ai mentionné, on va travailler en équipe et on aura une plénière à la toute fin. Je passe rapidement, on va vous revenir avec les consignes à ce moment-là. Deux principaux objectifs, un principal objectif, je vais le dire ainsi, c'est qu'on veut porter un regard novateur pour l'implantation puis l'opérationnalisation de la formation à distance. Donc, pour ça, on veut avoir le pouls, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de ce qui se passe ailleurs, vos réflexions, vos commentaires, vos suggestions, les défis que vous avez rencontrés dans vos milieux vont être vraiment, vraiment très précieux pour nous autres. Donc, on veut réfléchir à ces enjeux-là puis à ces défis-là. Je l'ai résumé dans mes mots, ça vous va? Mes collègues pourront poursuivre et compléter. Si ce n'est pas le cas, là, arrêtez-moi. Ça va? Bien. C'est Étienne qui va prendre le relais pour vous parler de comment on perçoit la comodalité au récit. Donc, nous sommes le récit de la formation à distance, mais on est 245 au Québec. Là, donc, on n'est pas les seuls à avoir pensé tout ça, mais on est les porte-paroles ou encore, comment dire, je mets des guillemets, là, on n'est pas les leaders nécessairement, mais on est ceux qui vont de l'avant là, pour travailler en formation à distance au secteur des jeunes au Québec. Donc, comme Nathalie le disait, le ministère de l'Éducation est en appel de projet présentement de formation à distance. Parce que, comme Nathalie l'a dit, la loi de l'instruction publique ne permet pas de faire de la formation à distance autre que dans un projet pilote.
Les projets pilotes, l'appel de projet pilote met l'emphase sur des projets qui vont être de la comodalité ou de l'alternance synchrone comodale. La comodalité, c'est des élèves à distance et en présence en même temps. Et une alternance comodale, c'est une alternance asynchrone comodale, c'est des élèves en asynchrone qui parfois seront en même temps en synchrone avec la classe. Pour y arriver à la comodalité, à l'alternance asynchrone comodale, il faut mettre en place des pratiques pédagogiques et des éléments organisationnels ou logistiques favorisant la poursuite des activités d'enseignement, d'apprentissage, peu importe le contexte, temps, espace et choix. C'est ce que nous autres, on appelle la pratique de la comodalité. Ça suppose d'avoir des activités ou des situations d'enseignement-apprentissage qui peuvent être vécues par des élèves présents dans la classe ou à distance. Et si on parle d'asynchrone comodal, ça prend des activités qui vont pouvoir se vivre en différé. Tout ceci demande de repenser l'enseignement de façon à mettre l'accent sur le développement de l'autonomie de l'apprenant, qui ne seront pas toujours en présence de l'enseignant. Ça peut se faire via des plans de travail pour les élèves ou la mise en place de routines ou de procédures. Nous souhaitons aussi que l'apprenant vive une expérience riche et intéressante. Pour ça, il faudrait créer un effet de groupe. Il faut donc falloir favoriser la possibilité d'interactions multiples entre les apprenants à distance, en présence, en différé, entre eux et avec l'enseignant. Et il faudra mettre aussi des dispositifs collaboratifs où les apprenants pourront travailler ensemble, peu importe le contexte. Tout ceci va demander d'adopter une structure flexible de la classe étendue, où il faudra prendre le temps de construire le savoir-faire nécessaire. Cette structure devra être supportée par un environnement numérique d'apprentissage et des appareils en nombre suffisant. On peut changer de diapositive, s'il te plaît. Donc, la comodalité et l'alternance comodale, comment est-ce que ça peut être représenté en classe? Donc, on a 4 modes qui peuvent être présents en même temps ou un à la fois pour avoir de l'alternance comodale asynchrone ou de la comodalité. Le premier mode, c'est ce qu'on appelle le synchrone animé. Autrement dit, on va avoir des exemples plus explicites à la prochaine diapositive, mais de façon générale, le synchrone animé, c'est des élèves qui sont soit à distance ou en présence en même temps que l'enseignant et qui sont en interaction avec l'enseignant. On a le synchrone autonome. Encore une fois, on a des élèves à distance ou en présence en même temps que l'enseignant, mais qui n'ont pas l'attention de l'enseignant. Ils vont être en travail autonome avec des activités autoportantes, mais l'enseignant, lui, est ciblé sur un certain groupe d'élèves pendant que les autres font autre chose de façon autonome. Ça peut leur permettre d'avoir des groupes à l'enseignant de faire des groupes de besoins où il se concentre sur certains apprenants et les autres sont en travail autonome. Si je vais à la dernière colonne, la synchrone, c'est quelque chose qui est plus connu. C'est des apprenants, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas en même temps que l'enseignant. Et souvent, ils vont être à distance. Et on a le mode hors connexion. On va parler d'un mode hors connexion autonome. C'est des élèves qui ont des tâches à faire qui ne nécessitent pas d'être connectés et où ils ne sont pas nécessairement en présence de l'enseignant. Donc, on peut penser à un élève qui a un laboratoire à faire ou qui a un travail à faire où il doit aller recueillir des échantillons dans la nature. Il ne sera pas nécessairement connecté en même temps que son enseignant, mais il est dans la classe, il fait partie du groupe de l'enseignant quand même. Guy va vous expliquer avec des exemples plus précis là, ce que je viens de nommer. Oui, effectivement, pour y aller un petit peu plus en détail, on a une vue globale, disons, d'une classe ici. Alors, on a l'enseignant qui est vraiment le chef d'orchestre. L'enseignant qui va avoir sa classe, une partie de sa classe en présentiel, traditionnel, disons, et des élèves aussi qui vont être à distance, qui vont pouvoir observer sur un écran. Donc, l'enseignant a un environnement numérique d'apprentissage pour donner des activités, les consignes à ces élèves-là. Donc, on peut avoir des élèves en classe qui sont en équipe ou, comme je vous dis, là, une interaction directe avec l'enseignant et les élèves qui sont à l'extérieur qui sont aussi en interaction directe. À droite, ce que vous voyez, c'est des élèves qui sont aussi en classe, mais qui vont travailler de façon autonome. Par exemple, on peut avoir un élève ici qui travaille seul à l'ordinateur sur une activité autoportante. On peut avoir 2 élèves qui travaillent ensemble sur un projet de laboratoire, par exemple. Donc, ils sont toujours en mode synchrone, mais ils travaillent de façon autonome. On pourrait aussi avoir 2 élèves
qui font le même genre de laboratoire, mais qui sont à distance. Ils sont en contact avec la classe, mais ils travaillent de façon autonome à distance. Et pourquoi pas une combinaison des deux? Avoir un élève qui est en classe et un élève qui est à distance, travaillant tous les deux sur le même projet. Ces élèves-là ont quand même accès à l'enseignant. Ils travaillent de façon autonome, mais ils sont en même temps et ils ont un accès à l'enseignant. À droite, là, on a des élèves à la maison. Par exemple, une élève qui est en maladie prolongée, en partie à l'hôpital, donc ne peut pas suivre les cours en même temps que les autres avec l'enseignant, ou des athlètes de haut niveau, par exemple, qui ont des heures d'entraînement un peu partout dans la journée, des sorties de compétition de plusieurs jours. Donc, ces élèves-là vont travailler en mode asynchrone. C'est pour ça que l'enseignant doit avoir aussi un environnement numérique d'apprentissage où il y a toutes les activités autoportantes, les consignes et tout ça. On pourrait aussi avoir des élèves, comme Étienne l'a dit, qui sont totalement hors connexion. Donc, un élève qui est dans un cours d'éducation physique, qui est à l'entraînement. On peut avoir un élève qui est en sciences, qui va collecter des données, prendre des photos avec son appareil numérique, mais qui n'a pas besoin d'être en connexion. Donc, tous ces élèves-là vont être dans la même classe, entre guillemets, mais pas nécessairement dans la même classe physique. Après avoir fait le tour comme ça, il y a deux personnages. Je ne sais pas, vous en voyez un à gauche, là, où il y a la flèche qui est en noir, et un à droite dont je n'ai pas parlé. Est-ce que vous avez une idée de qui pourraient être ces personnages-là? Quel serait leur rôle dans la classe? Il y en a qui veulent s'exprimer là-dessus, qui veulent me dire, là, ah, je pense que ce personnage-là fait telle chose, voici son rôle. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut se lancer? J'avais posé la question avec 3 choix de réponse possibles. Moi, j'irais pour un tuteur, un adulte signifiant, quelque chose du genre. Pour lui qui On parle de celui qui est à gauche en noir, là? Ben, au centre, en fait. Oui. Oui, tout à fait. Intéressant. Oui. Vos autres choix étaient? Un adulte signifiant, c'est assez large. OK. On a dans le clavardage un surveillant, un facilitateur des apprentissages. Oui, un aide enseignant. Oui. Tout à fait, c'est bon. Ça pourrait être un éducateur spécialisé, un orthopédagogue qui sont présents en classe. Je te laisse poursuivre, Guy. Effectivement, je lisais dans les clavardages, oui. Oui, c'est ça, c'est des bons commentaires. Ça pourrait tout à fait être ça parce que dans cette partie-là, on est dans la classe. Même si ces élèves-là sont en autonome, ça pourrait même être un stagiaire, par exemple. Et puis, celui à droite. Oups, excusez. Avant d'aller à droite, Guy, juste de ne pas oublier que ce personnage-là n'est pas nécessairement un adulte non plus, pourrait être un élève hors connexion qui fait un laboratoire sans ordinateur dans la classe. Tout à fait. Et notre personnage de droite, est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Moi, je croyais que c'était Elvis, mais... Ben oui. Un futur, peut-être? Jimi Hendrix. Non, ils disent qu'il est Peut-être encore... Peut-être la question, c'est moins c'est qui et plus en quel mode est-ce que cette personne travaille? Effectivement. Comment vous le percevez, effectivement? En fait, sérieusement, je pourrais dire que les deux pourraient être des enseignants parce que dans le fond, un enseignant peut utiliser quelconque instrument pour enseigner. S'il enseigne la musique, évidemment, une guitare, même que s'il enseignait la poésie, il peut prendre une chanson, tu sais. Puis de l'autre côté, évidemment, celui dans le milieu, ben, moi, ça me rappelle beaucoup d'enseignants qui travaillent avec bien des écrans alentour d'eux puis qui font des cours en mode Commodore. Vous avez des pistes vraiment, vraiment très intéressantes. Même chose dans le clavardage, un apprenant qui s'enregistre, un enseignant qui est à distance. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités de réponse. Donc, on n'ira pas plus loin parce qu'on voulait susciter justement votre éveil là-dessus et voir si vous comprenez bien les différences synchrones, asynchrones, etc. Vous êtes formidable. Bravo. Je poursuis parce qu'on veut aller en discussion bientôt. On vous invite à prendre la parole. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des choses qui ne sont pas très claires, mais ça me semblait très intéressant. Vous pouvez poser, on se prend 2-3 minutes là, pour vous lire dans le clavardage ou pour prendre parole à l'écran. Vous êtes les bienvenus. Alors, je vais retourner un petit peu en arrière dans le clavardage. Ça, on les a. Je ne les ai pas toutes lues, là. Je vais faire rapidement. Une belle activité d'engagement, un tutorat par les pairs ou simplement un élève qui travaille de façon autonome, si on revient sur les réponses précédentes.
Très bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre? Oui. Alors, nous avons une main levée. Omer, voulez-vous prendre la parole? Allez-y. Allô, vous m'entendez? Bonjour. Oui, Oui, très bonjour. bien. J'ai une question à propos de l'une des diapos qui est passée Oui. concernant le commodal. Je voudrais savoir, l'enseignant, il a quel outil pour genre, contrôler les interactions qui viennent de l'extérieur? Oui, Étienne, je veux répondre à cela. Je vais revenir L'enseignant, à la petite vidéo là d'ici. ça va vraiment dépendre de son milieu. Pour contrôler les interactions, il va avoir, tout d'abord, on va parler de l'appareillage qu'il y a en classe. Il y a un système de visioconférence sophistiqué qui va brancher sur sa solution de visioconférence. Normalement, on peut parler d'un système qui est Logitech, qui commence à être distribué dans les écoles et les centres de services scolaires québécois. Et on parle aussi du Poly X50, je crois, qui est distribué dans les écoles. Ça se branche sur Zoom ou sur Teams ou sur le logiciel de visioconférence de l'enseignant. Et c'est à partir de ce logiciel-là qu'il va contrôler l'interaction qui va se passer avec les élèves, excusez-moi, à l'extérieur, à distance. Et on en parlait tout à l'heure, il y a un défi là-dedans de gérer un peu l'attention de l'enseignant entre les élèves à distance et les élèves en présence. Donc, ça risque d'être un défi qui va être rencontré par les enseignants dans ce contexte-là. Sur la petite vidéo, si je me permets, Étienne, sur la petite vidéo, on voit le PolyX, c'est le genre qu'on dirait une caisse de son à l'horizontale. C'est ça, le PolyX avec caméra intégrée et microphone qui capte l'ambiance de la classe. Je reprends ici, ça passe rapidement, peut-être je vais faire une petite pause. Donc, l'enseignant ici, il y a 2 écrans, un pour suivre justement ce qui se passe avec ses élèves à distance. Les élèves à distance peuvent voir le tableau blanc qui est présent derrière lui. Donc, grosso modo, là, ça ressemble à ça, ce qui est présentement en train d'être distribué donc, dans les différents milieux scolaires au Québec. Et il y a plusieurs types d'installations possibles. Ça, c'en est une variété. Il y a des gens qui vont mettre un très grand écran à l'arrière de la classe pour voir les élèves à distance. Il y a des gens qui vont choisir de filmer le tableau blanc à partir du Poly X50 ou de projeter, de partager l'écran où est le tableau blanc. Donc, il y a 2 façons de faire qui sont possibles. Les élèves disaient que dans certains cas, préféraient moins bien voir le tableau blanc, mais voir l'enseignant écrire dessus, ce qui leur amenait une plus grande satisfaction de voir l'enseignant interagir avec le tableau que de juste voir les notes s'écrire sur le tableau sans la présence de l'enseignant. Mais ça, c'est partagé. C'est ce qui commence à ressortir là, des expérimentations qui se font présentement là, au Québec. Très bien, merci. Je vais retourner. On a des questions également dans le clavardage. Je vais retourner, moi, ici dans la présentation, mais sans passer par toutes les diapos. Je retourne ici. Nous avons M. Loisel qui a posé 2 questions, si ma mémoire est bonne, je rouvre à nouveau. Donc, précision sur le son de M. Mon et prévoir une régie pour la mise en onde et rechercher le CAO sans trouver l'appel d'offres. Vous avez un lien. Alors, si je veux bien contextualiser, je vais y aller là, dans l'ordre d'apparition. Donc, l'appel d'offres du ministère de l'Éducation, vous parlez, ça a été envoyé au centre de services scolaires par les directions générales et il y a plusieurs tombées de dates pour participer aux différents projets pilotes. Donc, il y en a une en juin et il y aura possibilité à l'automne prochain que les centres de services scolaires ajoutent leur participation à différents projets pilotes. Régie pour la mise en onde, en fait, les milieux scolaires sont accompagnés par les animateurs récits locaux, de même que par les services des technologies de l'information. C'est certain que c'est essai-erreur un peu, il faut s'acclimater à tout ça, mais les écoles qui ont témoigné la semaine dernière, il y a un webinaire du ministère qui sera diffusé sur la chaîne YouTube du ministère où on avait des enseignants qui témoignaient de comment ils ont participé à la comodalité, comment ils ont implanté les différents appareillages et comment surtout ils s'en servent dans leur classe. Donc, je ça me permets de répondre, un peu. Nathalie. Oui, vas-y, vas-y. Il n'y aura pas de régie. Non, il n'y a pas de régie, effectivement, non.
Donc, l'enseignant, normalement, il n'y a pas de ressources additionnelles pour l'aider à mettre en place, pour l'aider dans la classe présentement à gérer ce matériel-là. Il y a des gens qui vont l'installer, qui vont lui montrer comment ça fonctionne, qui vont le rendre habile, mais il n'y aura pas une console avec un régisseur qui va gérer la diffusion du son ou de l'image. Ce n'est pas présentement dans les plans. Tu me permets une seconde, Étienne? Juste dire, regarde, parce que moi, j'ai vu des installations complexes et moins complexes. Puis dans les complexes, des fois, c'était comme attendez qu'on parte le cours. Puis là, le gars de la technique, il arrivait, puis là, il rebranchait les fils, puis là, il essayait. C'est que dans le fond, tu sais, dans l'ordre de la simplification, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelque chose de fonctionnel, mais tu sais, tu pèses 2 boutons, puis c'est parti. C'est ça qui serait idéal. C'est ce qui est en train de se mettre en place et c'est l'objectif qui est souhaité. J'en conviens. Autre question, vous nous enchaînons? Je vous présente comment va fonctionner. Je vais aller, oups, excusez-moi, je n'ai pas pesé sur le bon bouton ici, vous affichez ça en mode plus grand écran. Alors, nous allons à notre activité. Ce que nous allons faire ensemble, c'est qu'il y aura 2 mises en situation que Jody va nous lire de façon commentée. Donc, les mises en situation sont relativement longues, donc c'est peut-être difficile à cette heure-ci de rester concentré. On vous demande un petit effort pour que ça facilite ensuite vos échanges. Il y aura une division en sous-équipes. Je n'ai pas vérifié le nombre total de personnes présentes cet après-midi. Je vais vérifier ça. On verra avec Mme Simard pour voir combien de sous-équipes nous allons former. Et il y aura les 4 questions qui ont été soumises. Donc, oh, excusez, moi, ça n'a pas affiché mon écran. Je le voyais ici. Voilà. Je suis en train de vous dire plein de choses qui n'apparaissaient pas, c'est de ma faute. Moi aussi, il commence à être tard finalement. Alors, les 2 mises en situation de Jody. En sous-équipe, il y aura impair et pair selon les numéros de salle. Donc, les gens qui vont arriver, tomber par hasard dans une salle impaire, c'est la mise en situation de l'enseignant Carl qui va vous interpeller cet après-midi. Et les équipes paires, les salles de clavardage, pas de clavardage, mais d'échange paires, c'est le cas de Margaret que vous allez analyser dans le but de proposer des réflexions aux enjeux puis aux défis de la comodalité dans ces mises en situation-là, puis proposer possiblement des pratiques ou des solutions à mettre en place. Je poursuis. Alors, la première question, quels sont les enjeux liés à la formation comodale au secteur des jeunes? Quels sont les défis de la comodalité au secteur des jeunes? Donc, peut-être que dans votre milieu, vous avez de l'expertise niveau universitaire ou encore technique, formation des adultes. Donc, votre richesse sera très, très gagnante pour nous. Je continue ici. La 3e question, les solutions que vous envisagiez de mettre en place pour faciliter ça, pour qu'il y ait un succès tant pour les enseignants que pour les apprenants. Et comment faire en sorte que autant le jeune se sente dire « Wow, je fais de la formation à distance, je suis bien là-dedans, on répond à mes besoins », que pour l'enseignant qui a le sentiment d'efficacité personnelle de dire « Je me sens à la hauteur, je donne un bon enseignement, mes élèves ont appris, etc. » Donc, c'est des questions qu'on vous invite à réfléchir et à débattre ensemble. Jody, je te cède la place pour que tu nous commentes les différentes mises en situation. Oui, on peut avancer de diapo. Alors, notre première mise en... Bonjour tout le monde, pour commencer. Et notre première mise en situation, c'est la situation de Carl. Carl enseigne l'histoire du Québec et du Canada en 4e secondaire, ce qui correspond à la 10e année. Et il a sous sa responsabilité les élèves en maladie longue durée de son centre de service scolaire. En d'autres mots, sa commission scolaire peut-être ailleurs. Et ce n'est pas nécessairement des élèves de son école, c'est de plusieurs écoles dans son centre de service. Tous ceux qui tombent en maladie de longue durée sont sous sa responsabilité. Le temps d'absence de ces élèves est variable et il est difficile de prévoir le temps d'absence selon la maladie parce que les élèves tombent malades à différents moments. Il est donc en présence de ses élèves réguliers, entre guillemets, et à distance avec ses élèves en maladie. Ces derniers sont parfois en mode synchrone et parfois en mode asynchrone, car leur santé et certains rendez-vous médicaux ne leur permettent pas toujours de suivre l'horaire scolaire. Il est désirable, par contre, qu'ils se branchent en mode synchrone parfois
pour maintenir une connexion en personne avec d'autres élèves. L'enseignant se soumet à l'horaire scolaire avec ses élèves réguliers et il voit de façon synchrone 4 fois 75 minutes par cycle de 9 jours. Le nombre d'élèves en maladie varie tout au long de l'année. La classe de Carl est équipée d'un système de conférence tel que le PolyX que nous avons vu dans la vidéo et ses élèves possèdent chacun un Chromebook. Pour arriver à gérer ses élèves réguliers ainsi que les élèves en maladie, il utilise un plan de travail qu'il met à jour chaque semaine. Le plan de travail des élèves en maladie est personnalisé pour tenir compte de leur cheminement dans le contenu. Parfois, ces élèves manquent beaucoup de classes et ne sont pas au même moment dans leur apprentissage. Ils viennent aussi de différentes écoles ou peut-être ils n'ont pas fait les mêmes contenus. Le plan de travail laisse également une certaine latitude à l'élève sur le moment de remise de travaux et la passation d'évaluation, étant donné leur horaire imprévisible. Le plan de travail décrit les apprentissages visés au cours de la semaine, guide l'élève qui ne peut pas se brancher en direct vers des capsules à écouter pour aborder les notions de façon autonome. On peut passer à la prochaine. Et on poursuit avec Carl, qui utilise Teams avec tous ses élèves réguliers et en maladie. Il y associe Moodle pour pouvoir utiliser le matériel autoportant développé par le récit. Alors, ce sont des modules de cours qu'il peut aller chercher pour donner à ses élèves, ce qui facilite la tâche de planifier de manière personnalisée la séquence d'activités à faire pour les élèves en maladie. Et ça veut dire que n'importe quel moment dans l'année, il se joigne au groupe, il a le matériel approprié pour l'élève. Carl, de façon intentionnellement, salue un à un ses élèves alors qu'il arrive en classe et il prend ensuite le temps d'accueillir également de manière personnalisée les jeunes à distance, même s'ils sont peu nombreux. Pendant les quelques minutes qu'il doit le faire, il se libère du temps parce que les élèves en classe sont en travail autonome, ils utilisent une routine qu'ils connaissent bien et Carl peut se permettre quelques minutes en ligne parce que ses élèves sont occupés de façon positive. Lors des activités synchrones, certains élèves dans la classe sont jumelés aux élèves à la maison pour leur permettre d'avoir un sentiment d'appartenance et pour faire le pont avec l'enseignant pour des questions et d'autres élèves. L'enseignant accorde une importance particulière à ne pas privilégier les jeunes en classe par rapport à ceux à distance et aussi l'inverse lorsque tout le monde est en mode synchrone. Il est très, très important pour Carl de créer une bonne relation avec tous ses élèves, même ceux qui sont à distance et peut-être pour une durée moins longue. Alors, oups, on est revenu en arrière de diapo. Oui, désolée. Mais on serait rendu à passer à l'histoire de Margaret. C'est notre deuxième mise en situation. Est-ce que tu souhaites présenter les questions, justement? Donc, les gens qui vont travailler avec Carl iront ensuite dans les tableaux comme ça pour répondre aux questions. Entre les mises en situation, on voit qu'il y a des diapos pour garder des traces de vos conversations. Alors, la première, c'est écrit en bas, salle 1, et il y a 4 questions de réflexion. Vous allez avoir accès en écriture aux diapos et on vous encourage de garder des traces de vos conversations. Les 4 questions à aborder que Nathalie a mentionnées sont sur les 4 boîtes. Alors, on va penser dans l'histoire de Carl, quels sont les enjeux liés à la formation comodale, surtout dans le secteur des jeunes. On va parler d'élèves qui sont peut-être moins autonomes que des jeunes adultes. On va parler des défis de la comodalité pour les élèves et pour l'enseignant. On aimerait chercher, on parlait dans notre atelier d'aller chercher des idées novateurs, mais quelles sont les solutions novateurs à mettre en place pour vivre un succès et pour les élèves et pour les enseignants
lors de l'implantation de la comodalité. Et finalement, comment favoriser le sentiment d'efficacité personnelle de chacun dans l'enseignement comodal? On peut se sentir comme élève perdu, éloigné de son enseignant et pas savoir trop comment s'y prendre. Comme enseignant, on peut se sentir déchiré entre les deux groupes. On essaie de balancer. Alors, comment favoriser un sentiment d'efficacité personnelle dans ce cas? Il y a un diapo salle 1 et un diapo salle 3, étant donné que Carl, c'est les sous-salles impaires. Et on pense à Margaret. Margaret, elle, est en école primaire. Elle enseigne en 5e année. Son école fait partie d'un projet pilote pour explorer les possibilités offertes par l'enseignement comodal. Tous les jours 9, une partie de ses élèves de 5e année serait à distance et l'autre en présence. Elle est donc en présence de tous ses élèves 8 jours sur 9 et en comodal le jour 9. Alors, environ un jour ou 2 semaines qu'elle explore le comodal avec ses élèves de 5e année. Ce jour-là, les élèves qui éprouvent des difficultés avec les notions essentielles vues récemment sont en présence, alors que les autres sont à distance. C'est important de préciser que ce ne sont pas les élèves en difficulté d'apprentissage, mais vraiment celles qui ont des difficultés avec les notions récentes. Alors, elle doit faire des évaluations fréquentes pour pouvoir savoir qui est en difficulté et qui doit être à présence chaque jour 9. Le matin, c'est l'enseignement comodal synchrone pour tous. Dans sa planification, Margaret prévoit des occasions pour l'apprentissage actif pour s'assurer que ses élèves ne sont pas seulement à l'écoute pour le matin. Elle le fait en basculant entre des activités réalisées en synchrone animé et des activités en synchrone autonome. Ça lui permet aussi de travailler avec des petits sous-groupes pendant que les élèves sont en synchrone autonome. L'après-midi, elle intervient de façon particulière et prioritaire auprès des élèves qui sont en classe avec elle, parce que c'est les élèves qui ont besoin d'intervention et d'aide avec les notions récentes, les essentiels de base. Mais elle se garde quand même des moments fixés à l'avance pour interagir auprès des élèves à distance qui travaillent avec du matériel autoportant, en mode synchrone autonome ou bien en mode asynchrone. La classe de Margaret est équipée d'un système également de conférence et ses 22 élèves ont chacun un iPad. Et Margaret aussi, on peut passer de diapo, Nathalie. Margaret aussi travaille avec un plan de travail. Elle dépose le plan de travail chaque jour 8 dans son ENA. Le plan de travail présente à l'élève et aux parents les objectifs d'apprentissage de la journée et les tâches associées, étant donné que le niveau d'autonomie des élèves de 5e année est encore moins que ceux au secondaire. Il faut communiquer aussi avec les parents. Elle utilise un plan de travail de style HyperDoc pour donner accès à toutes les ressources pour cette journée-là et également pour garder des traces du progrès de chacun de ses élèves dans le même document. Tout à une place pour simplifier. Le plan de travail des élèves, bien qu'il soit similaire pour plusieurs, vise à répondre aux besoins spécifiques de chacun et peut être différencié. Les élèves à la maison, qui maîtrisent déjà le contenu de base, on le sait, mais l'enseignant peut profiter de ce contexte pour aller plus loin dans certaines disciplines, pour tirer profit des ressources qui sont plus facilement disponibles à la maison qu'à l'école, le silence qu'ils sont à la maison pour enregistrer des choses qui est plutôt difficile quand il y a 20 élèves en classe, un à côté de l'autre. Alors, c'est l'histoire de Margaret. Et comme Carl, il y a 2 diapos qui suivent avec nos mêmes 4 questions, salle 2 et salle 4. Alors maintenant, vous allez être envoyés dans des sous-salles